Ok, bonjour. 14h31, je propose que l'on démarre ce webinaire. Merci de vous être connecté. Franck Le Gall, EGM, et aujourd'hui, on va faire une première session d'introduction à l'écosystème Feeware et à la spécification NGSALD qui lui est associée. Notre proposition, c'est d'initier une série de webinaires qu'on appelle webinaires flash, puisqu'ils seront très courts, une demi-heure, sur un sujet particulier, avec une première série qui va être basée sur l'écosystème Feeware, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, vous le verrez, et la spécification NGSLD. Donc le premier est aujourd'hui, et on va essayer de garder le rythme d'en avoir un dernier jeudi de chaque mois, 14h30, sauf le mois d'août et décembre, où on anticipe moins de participation. Sur les sujets que l'on propose, aujourd'hui une introduction et après nous aurons des sujets assez variés qui pourront être techniques comme comment gérer des données hétérogènes dans une plateforme, comment exploiter les données à travers des notebooks ou développer des applications mobiles en React.js utilisant ces interfaces, ou des choses plus générales liées à la gouvernance de la donnée, par exemple, quels sont les principes FAIR, j'en parlerai tout à l'heure, liées à la donnée et comment gérer la souveraineté sur la donnée, comment anonymiser les données. Voilà, donc tout un tas de sujets que l'on pourra couvrir dans les mois qui viennent. Et si il y a des sujets qui vous parlent, qui vous manquent, que vous voudriez que l'on aborde, bah, n'hésitez pas à nous écrire l'adresse mail webinaire@egm.io. En deux mots, pour me présenter, donc Franck Le Gall, je suis gérant d'EGM, qui est une PME française basée Sophie Antipolis, sud de la France, et Nantes depuis très récemment, fondée en 2010. Et au-delà de ça, j'assure aussi la présidence du comité de normalisation ISG-SIM à l'ETSI, qui est celui qui développe cette fameuse spécification NGSALD. Et je suis aussi impliqué dans l'écosystème Feeware, où je suis élu membre élu au comité de pilotage technique, ainsi que dans le comité qui supporte la mission eau de Feeware. Et notre société EGM est depuis quasiment les débuts de cette histoire impliquée, hein, puisque c'était des projets de recherche européens au tout début, FISTAR, puis FICOR, qui ont donné lieu en 2016 à l'association Feeware, qui a été utilisé dans d'autres projets que l'on a coordonnés comme WISE et UTI, qui étaient sur l'interopérabilité des objets connectés, de l'IoT. Et en 2016 aussi, s'est monté ce groupe de normalisation à l'ETSI dont nous sommes membres fondateurs, et depuis, nous n'avons pas arrêté de nous impliquer de plus en plus avec en particulier le développement du context broker, d'un cœur de données Stelio que j'expliquerai tout à l'heure. Pourquoi on fait tout ça? Notre approche côté EGM ou notre besoin, c'est d'offrir des offres d'aide à la décision qui soient ouvertes. Donc, quand on dit ouverte, c'est-à-dire qu'ils soient et open source et normalisés. Et à partir de là, ça nous permet de développer des offres qui s'appuient sur l'interopérabilité. On est capable d'ingérer des données de mondes très variés, de développer des applications qui ne sont pas spécifiques à un métier. On va chercher à être multimétier à chaque fois pour offrir, in fine, des offres d'aide à la décision, que ce soit du simple tableau de bord, que ce soit de l'algorithme IA, voilà, et tout ça dans un écosystème très ouvert. L'intérêt d'être sur un environnement normalisé, c'est qu'on n'est pas spécifique à un métier aujourd'hui. La même plateforme peut servir de nombreux domaines, que ce soit l'agriculture, l'eau, l'environnement, le territoire connecté, et ainsi de suite. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, euh, en survol bien sûr, ça va être cet écosystème Feeware et cette norme NGSI-LT. Quel est le besoin? Pourquoi comment ça a démarré? C'est sur les premiers projets, donc il y a une dizaine d'années maintenant, est apparu clairement le besoin d'échanger des données, et plus que des données, de l'information contextualisée. Et on veut dire contextualisée, c'est l'information où on sait quand un événement s'est passé. Donc on parle de gestion de séries temporelles, par exemple. On parle de géolocalisation, donc où un événement s'est passé. Donc c'est être capable de coder l'information géographique. On parle de quoi? Donc, c'est pas juste un élément, un chiffre tout seul, mais c'est vraiment des données liées. On va en parler. On fait des graphes. L'arbre est planté dans le champ. Voilà. On crée des relations entre des objets. Et pourquoi on fait tout ça? C'est encore une fois, au-delà des décisions. Donc, c'est pouvoir consommer ces données,
l'utiliser dans des tableaux de bord pour des algorithmes, générer des alertes et ainsi de suite. Une fois que l'on a ça, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir construire un écosystème. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs organisations de différents domaines qui vont être capables d'échanger de la donnée, puisqu'on sera sur des interfaces qui vont pouvoir se parler. Donc, on va avoir cette couche commune d'échange de données. Et si on ajoute des politiques d'autorisation ou de contrôle d'accès, alors on sait gérer finement l'accès à la donnée, le droit sur la donnée, et ce qui est très important, par exemple, sur la RGPD. Si on veut gérer le droit à la vie privée, si on a des données sensibles, il faut absolument pouvoir gérer les droits d'accès sur les données. Donc, tout ça, c'est permis par ce type de plateforme. Une fois qu'on a ces environnements aussi, on peut monétiser les données. Monétiser, pas forcément en monnaie sonnante et trébuchante, hein, mais valoriser ces données d'une façon ou d'une autre. Et donc, ne pas dire que la donnée, c'est quelque chose qui n'a pas de coût, hein. Au contraire, une donnée, ça a un coût, ça a une valeur. Donc, il faut savoir gérer cela. Et donc, ça, on le fait à travers la définition d'une interface normalisée qui va permettre d'échanger des données contextualisées à travers différents domaines d'application. Et là, on parle d'interopérabilité multimédia. Alors, interopérabilité, il faut peut-être le redéfinir. On a généralement plusieurs couches dans l'interopérabilité. Là, je vais m'intéresser essentiellement aux trois couches d'interopérabilité dans les domaines technologiques. Le premier niveau, c'est l'interopérabilité technique. On va résoudre le problème de liaison entre deux systèmes. Donc, un système A va être capable d'envoyer quelque chose à un système B. Une fois que ça, c'est fait, on a l'interopérabilité technique. Pardon. Le deuxième niveau va être l'interopérabilité syntaxique. Donc, ce que le système A envoie au système B va être packagé, rangé dans des boîtes. Il va être structuré. Et c'est ça qu'on appelle l'interopérabilité syntaxique, c'est-à-dire que le système B qui reçoit l'information va être capable de discerner les éléments d'information dans le paquet. Le troisième niveau, ça va être l'interopérabilité sémantique. Donc là, on va comprendre le système B qui reçoit l'information et nous, non seulement capable de savoir comment et où elle est rangée, il va être aussi capable de l'interpréter, de la comprendre, parce qu'il y a des informations qui lui permettent de le faire. Alors, au-dessus, on peut continuer, on va avoir de l'interopérabilité organisationnelle, l'interopérabilité juridique, mais c'est hors sujet pour aujourd'hui. Si j'illustre un peu ces trois niveaux, voilà, je vais faire mon petit train. Pour que mon message puisse aller du point A au point B, il faut que j'ai voilà, une interopérabilité dans mes systèmes. Si vous vous souvenez, à une époque, entre France et Espagne, on avait des écartements de rails qui étaient différents. Il fallait adapter l'écartement des roues du train au passage de la frontière, ce qui prenait un certain temps. Donc on avait une adaptation qui était faite à ce niveau-là et donc pas une interopérabilité technique. Maintenant, la plupart du temps, le train, il passe. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est typiquement on parle de MQTT, c'est un protocole qui permet d'échanger des données et ça permet de réaliser l'interopérabilité technique. Après, sur mon train, je vais mettre un certain nombre de choses et je vais le ranger. Soit je mets tout, on va dire, en vrac dans le train, on ne retrouve rien, soit les choses vont être organisées, structurées. Et ça va être typiquement ce que l'on va trouver sur des protocoles comme le JSON, qui va définir comment je décris mes différents paquets, comment je décris ce qui est dans le message envoyé. Là, vous donne un exemple, par exemple, qui dit voilà, j'ai des fruits, dans les fruits, j'ai 3 kiwis, 4 mangues, pommes, j'en ai pas, et c'est dans un panier. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de message JSON qui est envoyé. Et derrière, quand j'arrive sur l'interopérabilité sémantique, alors si j'ai défini des liens, je parle de données liées, hein, c'est bien ce que l'on fait aujourd'hui, alors on sait dire une pomme, ce que c'est. Et on peut se lier à un autre système. Donc là, on a sur la droite la définition de pomme qui est fournie par l'Agrovoc, qui est une branche de la FAO des Nations Unies, mais qui travaille sur effectivement tout ce qui est le partage de denrées, l'agriculture. Et donc là, définit la pomme comme un fruit à pépins de la catégorie des fruits, qui est un produit végétal, qui fait partie des produits. Voilà, et on trouve ça, si on va aller chercher la définition dans d'autres langues, on saura qu'en finlandais, c'est omena pour la pomme, par exemple. Comment on réalise ces interopérabilités techniques, syntactiques et sémantiques? Donc, les organismes de normalisation, comme l'ETSI, qui est un des 3 organismes officiels de normalisation au niveau européen, qui est spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication,
Donc, ces organismes de normalisation proposent des standards pour échanger les données. Alors, ils ne sont pas les seuls, hein. Il y a des normes qui existent aussi, qui sont les normes de facto, des normes propriétaires. On peut penser au Bluetooth, par exemple. Voilà, ça, c'est un groupement d'industrie qui a défini la norme Bluetooth. Mais aujourd'hui, là, on parle de l'ETSI, donc un des organismes officiels européens, qui définissent plusieurs couches. Et à l'ETSI, il existe un comité qui s'appelle ISG-SIM. Alors, c'est Industry Specification Group for Context Information Management. Donc, c'est un groupe d'industrie ouvert à l'industrie. Enfin, c'est un groupe industriel de spécification, si je le traduis maladroitement, pour la gestion des informations de contexte. Et l'avantage de ce type de comité ISG, c'est que c'est ouvert à toute organisation. Donc, que vous soyez membre ou non de l'ETSI, vous pouvez participer à ce comité. Donc, c'est un comité qui se veut très ouvert, vraiment pour attirer effectivement ou permettre aux différentes parties prenantes d'exprimer leurs besoins ou leur souhait d'évolution de la spécification. Et donc, ce comité produit cette norme NDSILD qui va s'intéresser à la partie interopérabilité sémantique, donc c'est vraiment sur le haut de l'interopérabilité, et qui définit deux choses. Elle propose une partie interface, API REST, pour ceux qui veulent les détails techniques, qui va permettre de fournir de l'information ou de requêter, de récupérer de l'information contextualisée. Donc ça, on connaît cette interface, est bien définie, on sait comment la mettre en œuvre. Et ça fournit aussi en sous-jacent un modèle de données qui va être transmétier, donc multimétier. Donc ça fournit une base pour encoder ma donnée, comment je représente ma pomme, mon arbre, mon champ, et pouvoir l'échanger avec mon voisin qui lui sera peut-être plus intéressé par l'énergie parce qu'il voudra mettre une éolienne dans ce champ. Et ce modèle est construit sur ce qu'on appelle des graphes, donc entité, propriété, relation. Donc une entité va être reliée à une autre entité par des relations, et chaque entité peut avoir des propriétés. Donc un arbre peut avoir une hauteur, peut être une espèce, il va être planté dans un champ qui va être lui-même avoir une surface, avoir une géolocalisation, et ainsi de suite. Donc on peut aller très très loin dans la construction d'un arbre. Toutes ces ressources sont disponibles en ligne, hein, sur le site de l'ETSI, c'est complètement ouvert. L'ETSI a une politique de gestion de propriété intellectuelle très très forte et s'assure qu'aucun brevet, qu'aucun blocage n'est inclus dans les spécifications. Donc c'est vraiment utilisable par tout le monde et sans frais. Si je rentre un peu plus dans les détails de cette interface, donc ce qui me permet d'aller pousser de la donnée ou récupérer de la donnée, l'intérêt, c'est que l'API reste toujours la même. Quel que soit le métier, quelle que soit l'information que je veux échanger, l'interface reste toujours la même. Donc, je fais tout mon pilotage par la donnée. Donc, je vais définir mon modèle de données, mon arbre, mon champ. L'interface restera la même. Donc, on se focalise vraiment sur le métier et pas sur la tuyauterie, comment envoyer les données. Ça, une fois qu'on est rentré, qu'on a compris cette interface, le reste déroule tout seul. Cette interface permet de gérer l'aspect temporel des données, donc va avoir des fonctions typiquement de gestion, hein, de séries temporelles, va récupérer un min, un max, une moyenne sur l'intervalle de temps, ainsi de suite. Ça va permettre de gérer aussi l'information géographique sur les données. Celles-ci vont être encodées en absolu, hein, typiquement latitude, longitude, ou en relatif. On peut dire que l'arbre est planté dans tel champ. Là, je vais être en relatif par le jeu de ces relations. Et de même que pour les séries temporelles, ici, on dispose par défaut sur l'API de fonctions géographiques élémentaires pour calculer une distance. Est-ce que l'arbre il est dans le champ ou à côté du champ? Une intersection entre deux surfaces. Est-ce que ce champ il est dans telle commune ou dans telle commune, par exemple? Voilà, donc ça, ces possibilités de requêtage sont inclus dans l'API. Donc on n'a pas besoin de se reposer la question en fonction du cas d'usage de ce qu'il faut faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est possible de s'abonner, de créer des alertes, de s'abonner si une nouvelle donnée est mise à jour, si une donnée dépasse un certain seuil, si un objet, un véhicule par exemple, sort d'un périmètre. Voilà, donc tout ça va être inclus par défaut dans l'interface. À quoi ça ressemble quand je mets ça en œuvre d'un point de vue technique? Donc là, on est côté logiciel sur le serveur, hein, donc un serveur qui va tourner dans le cloud, dans un data center.
On va commencer par mettre un cœur de données, donc context broker en anglais. Ce cœur de données, bah, c'est lui qui va collecter tous les flux de données et les fournir, donc collecter des données des fournisseurs de données et les fournir aux consommateurs. Les fournisseurs de données, bon, ça peut être du capteur, mais ça peut être autre chose, hein. On n'est pas du tout focalisé sur la partie objet connecté. Ça peut être du documentaire, ça peut être du multimédia, ça peut être d'autres systèmes d'information qui fournissent des données. Et ces données peuvent être remontées dans le cœur de données. Généralement, on a une couche d'adaptation qui va permettre d'aller récupérer les données de tel API, tel API. Hein, beaucoup de fournisseurs ont leur propre API qui sont, elles, propriétaires. Mais là, avec un connecteur, on récupère cette API. En France, typiquement, si je veux récupérer de l'information énergétique Enedis, ils ont une API. Je peux aller chercher l'information chez eux, la mettre au format NGSALD et la stocker dans le cœur de données. Le cœur de données, lui, va offrir l'API dont je parlais avant, donc avec toutes ses capacités temporelles et géographiques, et ça pourra être consommé par d'autres applications, que ce soit des tableaux de bord type Grafana, Superset, pour ceux qui connaissent, ce sont des composants logiciels libres open source pour faire de la visualisation assez simple, ou de l'exploration plus business analytique des données. Mais ça peut être aussi des logiciels métiers, hein, développés vraiment pour répondre à un besoin métier, qui vont, pareil, interagir avec cette interface. Et bien sûr, on va trouver des composants additionnels qui vont permettre de faire du monitoring, du suivi, hein, de tous ces composants, que tout notre système tourne bien. Et bien sûr, une grosse partie liée à la sécurité, donc gestion de l'authentification et des contrôles d'accès sur toutes ces données à un niveau très fin. C'est-à-dire que dans nos implémentations, on va vraiment vérifier au niveau entité, donc au niveau de la propriété de l'arbre, hein, qui a le droit d'aller voir ces données, qui a le droit d'aller modifier ces données, et si on n'a pas le droit de les voir parce que c'est des données sensibles, parce que c'est des données auxquelles on n'a pas accès, elles n'apparaîtront pas quand je ferai une requête. Donc ça, c'est vraiment l'architecture typique. On va être capable donc d'aller chercher des données diversifiées, hétérogènes, avoir un modèle de représentation commune, et à travers un certain nombre de composants open source qui sont mis ensemble pour fournir une solution interopérable. Un petit exemple de mise en œuvre, hein, qui utilise tous ces composants, toujours ce cœur de données, les composants dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est sur une application d'irrigation connectée, Economo, que GM fournit pour les villes et territoires, où on va avoir une application mobile qui va venir chercher de la donnée sur ce cœur de données, qui va interagir avec lui. On va avoir des tableaux de bord. On pourra suivre par exemple de la météo qui viendra de stations météo ou de services météo. Et on va avoir aussi des interfaces de gestion où on va pouvoir aller effectivement précisément définir mon système d'irrigation, mes jardins et ainsi de suite. Alors ça, c'est un exemple de mise en œuvre. Si je regarde un peu plus largement en France, qu'est-ce qui se dit sur le sujet? Alors on trouve, un rapport du ministère de l'économie et des finances qui mentionne effectivement, qui étudie les plateformes pour les territoires connectés et qui, a identifié Feeware et donc la spécification NGSALD comme, une communauté d'intérêt pour cette mise en œuvre de plateforme. On trouve donc des ressources un peu associées, des webinaires, vous pouvez trouver en ligne sur les territoires et villes intelligentes et durables. Et donc, comment justement ces spécifications peuvent contribuer. On va trouver le projet France Data Réseau de la FNCCR qui s'appuie lui aussi sur un cœur de données NGSALD, donc toujours un Stelio. Euh, et on va trouver d'autres cas. Plusieurs villes en France, par exemple, ont des déploiements Feeware. Alors, je ne les connais pas tous, hein, parce que tout le monde ne l'affiche pas publiquement. Dans le privé, c'est utilisé aussi, mais bien sûr, on ne sait pas exactement qui l'utilise. Comment je mets ce type de système en œuvre? C'est là où on arrive à Feeware. Feeware, c'est quoi? C'est une association qui a été fondée en 2016 ou un petit peu avant, qui regroupe aujourd'hui 600 membres. Il y avait le sommet Feeware il y a 2 semaines à Vienne. Ils ont fêté le 600e membre avec un gros gâteau au chocolat.
Et ces 600, enfin, ou plus de 600 membres, du coup, aujourd'hui, proposent un certain nombre de services au sein de Feeware. Que ce soit donc ça peut être des fournisseurs de technologies, on va trouver aussi des utilisateurs, des villes, on va trouver des chercheurs. Voilà, beaucoup un monde très, très diversifié dans cet écosystème Feeware. Ils ont répertorié des déploiements de Feeware dans plus de 250 villes, dans une trentaine de pays à travers le monde, qui utilisent du Feeware. Toujours ces mêmes architectures, hein, ce broker au milieu, ça va être toujours l'idée. Donc là, je le représente centralisé, mais on peut penser à des architectures un peu plus complexes, de systèmes distribués, fédérés, voilà, suivant les cas. Voilà. Mais ce que fait cet écosystème Feeware, c'est qu'elle fournit essentiellement un catalogue de briques open source. Donc, il va gérer ce catalogue, assurer un certain niveau de qualité documentaire, code sur ces briques open source, vérifier qu'elles satisfont à la spécification NGS-ALD, et ça permet d'avoir un jeu de Lego. Et quand on veut construire une nouvelle plateforme, un nouvel environnement basé sur NGS-ALD, alors on sait qu'on peut aller chez Feeware, prendre telle ou telle source et faire grossir son système. Ici, un petit exemple. Donc, ils ont publié un certain nombre d'architectures différentes pour différents domaines. Donc là, j'ai pris au hasard un qui est sur l'agriculture, où on va voir en bas des composants qui vont être, enfin, en bas des sources de données diverses liées à ce monde de l'agriculture. Un certain nombre de composants pour récupérer les données. Donc, soit des IoT agents, ce qu'on appelle IoT agents, quand tu récupères des données IoT, mais sinon des adapteurs système. Donc, je mentionnais tout à l'heure, dans mon schéma, on voyait un système Draco, qui est un des composants Feeware aussi, qui vont permettre d'aller chercher des données et de les mettre au format NGS-ALD, où là, on aura justement ce cœur de données au milieu et une représentation de mes données, hein, de mes cultures, de mes champs, d'un drone ou du tracteur, de mon troupeau, et ainsi de suite. Donc, toutes mes données vont être ici, vont être liées entre elles, et vont me permettre de construire mon système de gestion de ferme, soit avec des applications propriétaires ou en allant chercher d'autres modules, par exemple des modules qui font du machine learning, de l'IA, tout ce que l'on veut, tout ce que l'on peut imaginer, qui vont pouvoir aller se connecter, consommer la donnée et la fournir à l'utilisateur. Intéressant de voir aussi qu'à travers ces couches de protection, d'accès, de contrôle sur les données, on sait la gérer et donc on peut aller vers ce qui se déploie de plus en plus maintenant, des data marketplaces, donc des places de marché de la donnée, où on va pouvoir mettre à disposition des jeux de données. Les modèles de données, j'en ai parlé plusieurs fois. L'idée, c'est vraiment la norme. La spécification NGS-ALD ne définit aucun modèle de données métier, donc ne va pas dire dans l'énergie, dans l'eau, comment on représente les données. La spécification s'arrête au niveau cross-domaine, donc multi-métier, donc en fait, n'est pas spécifique d'un seul métier. Par contre, vous arrivez avec votre besoin eau, énergie, vous pouvez définir sa représentation dans ce monde NGS-ALD, et ce qui va permettre de commencer à échanger de la donnée entre des mondes métiers divers. Ce qui est intéressant dans ces approches de LD, donc c'est ce qu'on appelle le linked data dans le monde du web, c'est qu'on applique les principes du FAIR. Donc les données sont faciles à trouver. On a des requêtes à travers l'API pour chercher la donnée. Elles sont accessibles. L'API est connue, définie. Le modèle il est structuré. On sait aller chercher ça. Interopérable. Encore une fois, tout est ouvert. Donc il y a pas de frein à l'interopérabilité. Et réutilisable, puisque les données, on peut les remettre à disposition si on le souhaite. Intéressant de mentionner aussi, donc Feeware, en plus de ce catalogue de briques open source, ils animent maintenant une communauté qui s'appelle Smart Data Models, que vous trouvez sur smartdatamodels.org. Et là, c'est un partage par tous les utilisateurs de modèles ou de spécifications de modèles plus métiers qui sont basés sur NGS-ALD. Donc, ils ont pris des modèles existants, ils ont fait le mapping, lier ces modèles à NGS-ALD. Et comme ils ont fait l'effort, ils publient ça et d'autres peuvent réutiliser ce modèle. Et donc, on va trouver des choses pour les parcs des jardins, les points d'intérêt, l'éclairage urbain, le transport, gestion des déchets. Voilà. Donc, tout un tas de modèles déjà que d'autres organisations ont fait et partagent. Donc, c'est très, très pratique. Quand on veut partir sur un nouveau métier, on peut aller voir ce qui est ici, reprendre directement ce qui nous intéresse, le modifier si on a envie, repartir de zéro si on préfère, le republier si on a envie. Voilà, donc c'est vraiment dans un esprit collaboratif de partage que c'est créé.
mais il n'y a pas d'obligation là-dessus. Donc ça permet vraiment une grande liberté d'expression dans la mise en œuvre de solutions en utilisant justement ces modèles de données. En synthèse, on a vu qu'on a un GSLD, un standard produit par l'ETSI, ouvert. On a du logiciel libre, open source, fourni par Feeware. Et ça nous permet de mettre en œuvre ces systèmes ouverts, interopérables. Et donc, pour des bénéfices d'interopérabilité, bien sûr, mais de réutilisabilité, hein, ça évite que chacun ait à recoder les mêmes morceaux de logiciel. Quand on parle de tout ce qui est le Green Deal, donc de l'IT plus responsable, et ben ça en fait partie, hein, éviter d'avoir à recoder 20 fois la même chose, que ce soit du logiciel ou du modèle de données. C'est extensible à travers ces interfaces. Ben, on sait venir connecter des composants. J'ai aujourd'hui une plateforme. Ah, j'ai besoin de tel nouveau module. Eh ben, l'interface est connue. Je vais en chercher un dans mon catalogue. Je le connecte et je peux étendre ma plateforme. J'ai pas de dépendance fournisseur. Tout étant normalisé. Aujourd'hui, par exemple, on a des clients qui travaillent avec nous. Demain, ils veulent changer. Ils le peuvent. C'est une interface qui est connue. Et on a cette communauté Feeware qui permet effectivement d'échanger et qui bénéficie à tout le monde, hein. Donc si on y est, effectivement, c'est bien que on a des intérêts de travailler en commun pour aller échanger des bonnes pratiques, échanger des morceaux de logiciels, des modèles. Voilà. Et donc tout ça soutenu à un niveau européen par Comité de normalisation ETSI et la Fondation Feeware, donc une association qui anime toute cette communauté. Je vous remercie pour votre temps. Si vous avez des questions, vous avez un module normalement questions et réponses où vous pourrez poser vos questions. Je vous remercie.